Et salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo relecture, du moins c'est le livre que j'aimerais relire dans l'année à venir, c'est peut-être ambitieux mais c'est faisable je pense. Donc je vais vous présenter 10 des livres que j'aimerais relire, en vrai il y en a plus, mais ça peut être l'occasion d'une prochaine vidéo si jamais ça vous intéresse. Donc pas d'ordre vraiment précis sur les relectures, je pense que je vais présenter en fait peut-être par comment je les ai pris et empilés devant moi, et du coup ça se présente comme du plus récent que j'ai lu au plus ancien plus ou moins. On est plus ou moins dans ça je pense. Donc c'est parti, on y va tout de suite. Le premier livre que j'aimerais relire, et ça pour le coup c'est sûr que ça va être très bientôt, c'est Un psaume pour les recyclés sauvages de Becky Chambers. Pourquoi c'est sûr que ça va être prochainement? Parce que j'ai le tome 2 et j'aimerais relire le tome 1 avant de lire le tome 2. Le fait est que le mois d'avril n'a pas été hyper actif en termes de lecture et que j'ai pas pu le faire comme je voulais parce que j'avais plein de trucs à lire, mais je vais le faire en mai pour sûr. Là, on est la dernière semaine d'avril, je sais pas quand cette vidéo va sortir parce que je filme un petit peu d'avance vu qu'il y a les vacances qui arrivent, mais ça va pas tarder. Dans Un psaume pour les recyclés sauvages, qui vient de la saga Histoire de moines et de robots, on suit le personnage de Dex qui est un freur, donc c'est une personne non binaire qui est genrée au neutre et qui va avoir une espèce de crise existentielle, si on peut dire ça comme ça, c'est-à-dire qui elle va remettre en question et bien tout simplement sa vie et la manière de mener sa vie, et qui elle va décider de devenir moine de thé. Et donc en fait la mission des moines de thé c'est d'aller à travers le pays, où je sais pas trop comment se découpe la géographie dans cette histoire, mais en tout cas à travers différents villages dans cette petite, on le voit un petit peu ici, cette espèce de petite caravane électrique à vélo là où on pédale, et de proposer du thé aux habitants des villages. Et en fait c'est un accompagnement aussi un peu psychologique puisque Dex écoute les problèmes et discute et propose des thés en fonction des besoins des gens, enfin bref. C'est très très chouette, c'est très doudou, c'est très doux. Il va quand même y avoir un petit rebondissement malgré tout, puisque sans grande surprise, on va rencontrer ce personnage. Je ne vais pas vous en dire plus, je vous laisserai découvrir, mais en tout cas c'est très chouette, c'est très respectueux, c'est beaucoup de réflexion sur l'écologie, sur la nature, sur la manière qu'ont les humains d'envahir la nature. Et en fait c'est un peu une société post-apo, mais post-apo positive en fait, où les humains ont compris qu'il fallait arrêter de déconner avec la nature. Et il y a plein de règles par rapport à ça, où on doit laisser des espaces de nature totalement sauvages, où il y a des chemins tracés dont on ne peut pas sortir, enfin il y a vraiment tout plein de réflexions autour de ça, et c'est très très chouette. J'ai adoré ce premier volume et j'ai vraiment très envie de le relire, parce que quand je l'ai découvert, j'étais pas encore une très grande lectrice de SF, et notamment de Becky Chambers, et je pense qu'en le relisant maintenant, j'y verrai d'autres choses peut-être que je n'ai pas vues à l'époque quand je l'ai lu en octobre ou novembre. Donc bref, on en reparle très bientôt. Le livre suivant est aussi un tome 1 de saga, et c'est Même pas mort de Jean-Philippe Jaworski. J'ai lu Même pas mort, je pense il y a 2 ans maintenant, si je dis pas de bêtises. Oui, parce que c'était quand j'étais enceinte, donc oui, c'était il y a 2 ans plus ou moins. Dans le bus, très souvent, ou dans le métro en allant travailler. Et c'était vraiment une très bonne surprise, parce que c'était pas le genre de livre que je pensais aimer à l'époque, puisqu'on est dans une espèce de fantaisie, comment on peut dire, celtique, avec de la magie, des personnages guerriers, enfin c'était pas forcément ce que j'aimais à l'époque, et j'avais adoré, j'avais tellement accroché, j'étais tellement à fond, et j'ai très envie de le relire, parce que petit à petit je m'offre ces très jolies éditions collector des moutons électriques, hop, voilà, tout simple mais très très joli. Et donc j'ai le 1 et le 2 de la saga, et j'aimerais relire les deux puisque j'ai lu le 1 et le 2, et ensuite j'aimerais enchaîner avec l'achat du troisième, le lire, etc. J'aimerais vraiment ne pas trop traîner à le relire, parce que en fait j'y pense depuis que je l'ai lu pour la première fois, je n'arrête pas d'y penser et j'ai envie de le relire, donc j'aimerais vraiment me bouger pour réussir à trouver du temps de relecture et pas juste de lecture, de première lecture. Dans Même pas mort, on suit le personnage de Belovez, qui a été exilé suite à l'assassinat de son père par son oncle, l'oncle de Belovez. Et donc il a été exilé avec sa mère et son petit frère, et on arrive à un moment donné où Belovez a un âge où eh bien, il devient un danger potentiel pour son oncle, et où son oncle le fait rappeler et le fait envoyer sur le front afin en fait de se débarrasser de ses deux neveux du coup,
à moindre frais, à moindre coût, hein, puisqu'il l'envoie à la guerre. Et ce qui se passe, c'est que Belovez va survivre à une blessure qui aurait dû le tuer. Et donc il y a toute une réflexion autour de ça, pour ça même pas mort, toute une réflexion et voilà, tout le développement autour de cette blessure et de comment il survit, etc. Je vais pas trop vous en dire, mais c'était vraiment très très chouette. Et dans la suite, on est en fait après avoir développé cette intrigue où il survit à la blessure à laquelle il n'aurait pas dû survivre, et quelque part il revient un peu du royaume des morts en quelque sorte. Mais en tout cas, j'avais beaucoup aimé ce tome 1, j'avais accroché plus à l'écriture de Jean-Philippe Jaworski. Vraiment, c'était quelque chose qui m'avait emporté et j'étais vraiment très étonnée. Et j'ai très envie de me replonger dans cette ambiance très particulière, très sombre, très bien écrite, avec un vocabulaire assez élevé quand même, mais qui passe tout seul et qui était passé comme du petit lait à l'époque. Donc je suis vraiment impatiente de me remettre dedans. Je me souviens que je m'attendais à ce que ça soit assez dur à lire et long et laborieux, et en fait pas du tout. Donc j'aimerais vraiment me remettre dedans, le relire, redécouvrir. Une première lecture, on a l'histoire, une deuxième lecture permet de graver des choses, et j'ai très envie de me remettre tout en tête et de saisir ce que j'ai peut-être pas saisi à la première lecture. Bref, donc j'aimerais bien faire ça aussi cette année, même si on est déjà quasiment à la moitié de l'année et que je vous présente 10 livres, donc c'est assez ambitieux. Les 2 livres suivants, je vous en ai déjà parlé et ils vont ensemble. C'est le Silmarillion de Tolkien, ici dans la très belle édition et retraduction de... Comment s'appelle cette maison d'édition? Bourgeois Éditeur, je crois. Et évidemment, pour aller avec, le tome 1 du Seigneur des Anneaux. J'ai relu Le Seigneur des Anneaux il n'y a pas si longtemps. Très franchement, je l'ai relu il y a peut-être, je dirais, 3 ans. Peut-être même pas, je crois que c'était juste avant de déménager. Donc il y a peut-être 2 ans, quelque chose comme ça. Et je me souviens que ça m'avait fait... je sais pas, ça m'a repris au trip, quoi. Et j'avais relu en fait ma vieille édition. Là, on est sur une retraduction qui apparemment est de qualité, et on est sur un ouvrage magnifique avec de très belles illustrations. Vraiment, donc j'ai très envie de le relire encore une fois. Les livres que j'aime, je peux les relire à l'envie, très sincèrement. Et je sais que même si ça a l'air impressionnant et que plein de gens sont impressionnés par Le Seigneur des Anneaux, ça se lit vraiment très bien, ça se lit tout seul. C'est très bon, c'est... Enfin voilà, alors évidemment, il y a un côté nostalgique à la chose puisque j'ai découvert très jeune. Il y a des problématiques dans Tolkien, à savoir par exemple l'absence de personnages féminins importants. Enfin, je ne nie pas du tout ça, même si pour l'époque c'est peut-être pas si mal, en tout cas dans le Silmarillion plus, mais soit. Mais ouais, j'ai vraiment très envie de me replonger dedans. Je ne vais pas vous résumer Le Seigneur des Anneaux, vous m'en excuserez. Je pense que tout le monde a plus ou moins l'histoire, même sans l'avoir lu en tête. Donc je vais pas plus en parler. Mais en tout cas, j'ai très envie de me plonger dans cette relecture qui, je le sais, me fera plaisir. C'est une certitude. Et vous voyez, je l'ai relu il n'y a pas si longtemps, j'ai déjà envie de le relire. Donc comme quoi... Quant au Silmarillion, qui est une lecture un petit peu différente, c'est un petit peu la genèse de la Terre du Milieu et même de l'univers en règle générale, puisqu'on va traiter de la cosmogonie du Seigneur des Anneaux, on va parler des dieux, des demi-dieux, voilà, de toute la base, et on va poser aussi quelques histoires qui font partie un petit peu de la mythologie du Seigneur des Anneaux. Alors on en entend parler ou pas, parfois on en entend parler plutôt dans le Hobbit, enfin voilà, c'est la base de tout ça, quoi. Mais je me souviens que quand je l'avais lu à l'époque, c'était il y a vraiment très longtemps pour le coup, c'était il y a plus de 10 ans, ça m'avait semblé à la fois passionnant et à la fois incompréhensible. Et j'ai entendu dire, je crois, par Lorraine des mots de l'imaginaire, il me semble que c'était Lorraine qui en parlait, je ne sais plus, mais soit, que la retraduction changeait totalement la lecture du Silmarillion, bref, tout ce qui était incompréhensible le devient, et que ça change tout, quoi. Et j'ai vraiment très envie de le relire, parce que je me souviens que c'était vraiment très fort en termes de beauté d'écriture, en termes de linguistique justement, et c'est ça qui faisait, je pense, que c'était compliqué à comprendre en traduction, si la traduction n'était pas exacte. Mais voilà, je suis vraiment curieuse de me remettre dedans. Voilà, je l'ai acheté, je crois, plus ou moins à Noël,
ou non, cet été, je l'ai acheté cet été d'ailleurs, je crois. Et il serait temps, vraiment, il serait temps que je le relise parce que j'en ai très envie, mais le temps me manque, mais soit, je vais quand même réussir à le caser, je pense, cette année. La lecture suivante est une lecture que j'ai fait assez récemment, mais je crois que c'était juste avant le déménagement. C'est la deuxième partie du tome 2, donc le livre des radieux de Brandon Sanderson. Et pourquoi je voudrais relire uniquement cette deuxième partie et pas tout depuis le début ou je ne sais quoi? Parce que j'ai dû m'arrêter, je ne sais plus pourquoi, à un... Attendez, je vais vous dire ça. Voilà. Je me suis arrêtée à ça de la fin. Voilà. Et je me dis que quitte... Alors, je pense que je serai en mesure de continuer sans trop y perdre, parce que bizarrement, même si c'était il y a longtemps, j'ai encore tout en tête. Ceci étant dit, je pense qu'il serait intelligent pour moi de me remettre dedans avant d'enchaîner avec Justicière. Donc je pense que je vais passer ça peut-être pendant les vacances, je ne sais pas, parce que j'aime tellement, tellement, tellement cette saga, mais franchement ça a été une révélation pour moi. Ça, c'est ce qui a fait que je me suis mis à la fantaisie, hein, vraiment mis à la fantaisie. Ça a été tellement fort, tellement... Enfin bref, j'ai adoré le premier volume qui est découpé en 2 en français. J'ai adoré la première partie du livre des radieux et j'ai adoré ce que j'ai lu de cette deuxième partie. Je pense que ça serait pas du luxe de le reprendre du début. Ça paraît, en fait, c'est quand même un gros livre, hein, ça fait 800 pages. Mais de mémoire, je me rappelle très bien que quand je lisais le livre des radieux, je le lisais très très vite et j'étais tellement plongée dedans que j'avais beaucoup de difficultés à le lâcher. Et je pense que je l'ai lâché au moment du déménagement. Quand j'ai commencé à faire les cartons, à mon avis, c'était quelque chose comme ça. Mais sinon, vraiment, quel bonheur, ce Brandon Sanderson. C'est fascinant, c'est incroyable. J'ai attaqué Brandon Sanderson à une époque où je lisais assez peu de fantasy et j'ai réussi à y arriver. Donc je pense pas que ce soit inaccessible, même si je pense que ça demande quand même une certaine concentration parce que c'est dense, hein, concrètement, c'est très très dense. Soit, je ne peux que vous recommander la lecture de Brandon Sanderson dans tous les cas, parce que bien qu'il y ait des défauts, c'est indéniable, c'est quand même de très bonnes lectures dans l'ensemble. Tout ce que j'ai lu de lui, j'ai soit aimé, soit adoré. Donc voilà, je vais me relire ça et je vous en reparlerai. La lecture suivante est plutôt du contemporain, c'est Vernon Subutex de Virginie Despentes, où on suit le personnage de Vernon Subutex, qui est un ancien drogué, je crois. Franchement, je me rappelle plus très bien. J'ai lu ça quand c'est sorti, et en fait, ce qui s'est passé, c'est que mon amoureux m'a offert le tome 3, et que à l'époque, ça faisait déjà un certain temps que j'avais lu le 1 et le 2, et je m'étais dit déjà à l'époque qu'il fallait que je relise tout parce que c'était assez flou dans mon esprit. Et c'est ce qu'il faut que je fasse concrètement, d'autant que c'est vraiment pas une lecture qui prend beaucoup de temps, que je me souviens que j'avais vraiment beaucoup aimé, même si c'était très dur, hein, c'est du Virginie Despentes, hein, de manière générale, Virginie Despentes, c'est quand même, comme dirait Pénélope, c'est pas Choupi à la plage, hein, concrètement, mais c'était passionnant. Je crois que Vernon Subutex, c'est typiquement ce genre de personnage sorti des années 80, vous savez, de toute cette période très héroïne et compagnie. Il a, je sais plus très bien pourquoi, mais il connaît plein de gens et il passe son temps, enfin il me semble qu'il vit à la rue, hein, qu'il est SDF, et il passe son temps à voir des gens, à squatter avec des gens, enfin je me rappelle plus très bien, c'est assez flou, mais je me souviens que j'avais beaucoup aimé et je suis très curieuse de le relire et du coup d'enchaîner les 3, ça serait plutôt chouette, donc j'ai très envie de le relire. Je vais me le mettre dans ma palle ici et non plus en haut où il était jusqu'à présent, ce qui me permettra de le voir et de m'y remettre. Du coup, je ne présente que le 1, mais j'ai aussi le 2 à relire. La 6e lecture du coup, c'est Apprendre si par bonheur. Alors, il est ici, alors que je l'ai lu il y a très peu de temps, je l'ai lu dans la transition 31 décembre 1er janvier de cette année. Mais je sais pas pourquoi, depuis, cette histoire me trotte dans la tête. C'est-à-dire que j'y pense régulièrement. J'ai envie de le relire. Je peux pas vous expliquer. Et puis en plus, je sais que c'est quand même pas un engagement en termes de temps incroyable. C'est pas comme relire du Brandon Sanderson concrètement. Donc j'ai très envie de le relire parce que il m'a vraiment marqué. Parce qu'il était vraiment très très riche en termes de thématiques traitées, de sujets abordés, de diversité. Enfin, c'était vraiment un condensé sur très peu de pages, de plein de choses hyper intéressantes. Dans Apprendre aussi par bonheur, on va suivre un personnage qui écrit à la Terre. Donc ce sont un groupe de 4 personnes qui sont parties en exploration extraterrestre. Et c'est vraiment de l'exploration. C'est-à-dire qu'on ne touche rien, on n'abîme rien, on fait très attention, on découvre. C'est par amour de la science et de la découverte. Et vraiment l'objectif, c'est de ne surtout pas abîmer les planètes où on va, la diversité, la vie de manière générale.
C'était très intéressant parce qu'on suivait 4 personnages. Alors si je dis pas de bêtises, hein, j'ai peur de dire des bêtises. On suit 2 femmes cis, un homme trans et un homme cis, avec chacun des personnalités, avec des rapports assez complexes entre eux. Et c'était ça qui était génial, c'est qu'on avait toute cette diversité entre eux qui vivent dans une promiscuité plus, hein, puisqu'ils vivent dans un vaisseau plus ou moins. Et il y avait tout l'aspect scientifique, enfin en tout cas imagination de ce que pourrait être la science, qui était passionnant. Il y avait tout l'aspect aussi problématique de partir, de peut-être pas pouvoir revenir, de l'écart de communication entre quand on envoie ou on reçoit un message du vaisseau à la Terre, il s'écoule X années, X temps. Il y avait aussi toutes les problématiques sociales qui se déroulaient sur la Terre et qui arrivaient jusqu'à nos explorateurs de manière très décalée, mais qui était plus ou moins dures. Enfin bref, il y avait vraiment plein de choses, c'était passionnant, c'était génial, j'ai adoré, vraiment, et j'ai très envie de le relire. La 7e lecture, c'est Eragon de Christopher Paolini, qui pour moi, que j'avais acheté dans cette édition Bayard très très jolie, mais je l'ai même pas relu et il est déjà égratigné, c'est quand même, ça m'agace, quand les titres s'effacent, c'est voilà. J'aurais aimé les retrouver en grand format, mais j'ai bon espoir qu'un jour, ils soient réédités dans des jolies éditions collector grand format, donc j'attends. En attendant, j'ai celui-ci, puisque je n'ai aucun des Eragon, puisque je les avais empruntés en médiathèque à Paris il y a X années. J'avais lu le tome 1 quand j'étais ado, j'avais lu le 1 et le 2 je crois quand j'étais ado, j'avais pas continué parce que à l'époque, je sais pas, sûrement qu'on on les avait pas achetés ou je ne sais pas, et je les ai relus quand j'étais à Paris et qu'est-ce que j'ai aimé. Dans Eragon, on suit le personnage d'Eragon qui est un jeune fermier d'une quinzaine d'années je crois, qui trouve un œuf de dragon sans savoir au début que c'en est un, le dragon éclot. C'est Saphira ici. Cet œuf de dragon est très convoité puisque les dragons ont quasiment disparu. Il en reste, je crois, un seul à la connaissance du peuple vivant, c'est celui du roi Galbatorix. Une quête démarre autour de ça et de Galbatorix qui est un tyran, et je vais pas trop vous en dire, mais on a multitude de personnages, on a différentes créatures, on a des elfes, des humains, des nains, on a aussi les pseudo-méchants qui sont, je ne sais plus comment ça s'appelle, mais qui serait l'équivalent des orques, qui serait l'équivalent des créatures de Saruman dans le Seigneur des Anneaux, qui s'appellent des... Baptiste, aide-moi. Des Urukai, voilà. Bref, c'est très riche, mais c'est très intelligent, notamment pour de la jeunesse. L'univers est très inspiré Tolkien, mais il y a des points de différence très intéressants. On n'a pas vraiment, franchement, de romance, et ça m'a plu. On a des questionnements autour du végétarisme, notamment. On a des questionnements autour de la nature. On a beaucoup de questions, en fait, posées par rapport à l'écologie et tous ces sujets qui sont passionnantes. Je vais vous dire très franchement, la quête principale, à savoir le grand méchant Galbatorix, n'est pour moi pas le centre de l'histoire. Le centre de l'histoire, c'est tout ce qui va amener à cette fin. C'est le chemin qui est intéressant et pas tant la fin en soi. Et ça, j'aime beaucoup parce que l'inverse est un peu triste, hein. C'est-à-dire que quand on a un chemin tout pourri pour arriver à un gros plot twist final, c'est toujours un petit peu... ça laisse un goût un peu doux amer. Là, c'est un peu l'inverse. Moi, j'ai beaucoup aimé ce que certains ont trouvé être des longueurs, les passages d'entraînement, les passages de doute, les passages de questionnement, que j'ai trouvé très intelligemment fait, que j'ai trouvé très cohérent, même si je peux concevoir qu'on n'aime pas ça. J'ai trouvé que tous les personnages avaient des complexités personnelles. Il y avait des personnages qui étaient géniaux. Le personnage d'Angela, si vous l'avez lu, qui est une de mes chouchous, bien évidemment. Les relations entre les espèces, enfin bref. Moi, j'ai trouvé que c'est de la littérature jeunesse, mais qui se lit adulte, qui se lit très bien adulte et qui est très intelligente, qui a ce côté très classique de la fantaisie, mais bon classique, avec quand même une richesse, une diversité dans les personnages. Enfin, pour moi, c'est très très bon, très sincèrement, et j'ai très envie de les avoir et de les relire parce que j'ai adoré. J'ai adoré cette lecture, je l'ai fait ado, j'avais adoré, je l'ai fait adulte, j'ai adoré, donc... voilà, j'ai très envie de les relire et je sais que The Riddler aussi a très envie de les relire. Peut-être se fera-t-on ça ensemble, je ne sais pas. Avant-dernière lecture, et c'est une relecture puisque je l'ai déjà relu, c'est Les fiancés de l'hiver de Christelle Dabos. La quadrilogie, du coup, de manière générale, j'ai très envie de la relire, mais particulièrement quand même, je l'admets, le tome 1 et 2 que j'ai adoré. Quand le tome 4 est sorti, j'ai tout relu avant d'enchaîner avec le tome 4, donc j'ai relu les 3 premiers, du coup, forcément. Et je me souviens que ça m'avait... La première lecture m'avait fait le même effet que quand j'avais découvert Harry Potter enfant, ce qui est très fort, je trouve. La deuxième relecture m'a refait pareil, c'est-à-dire que j'ai adoré, et je pense ne pas être la seule. Alors je sais qu'il y a des personnes qui n'ont pas aimé, évidemment.
Aucun livre ne fait l'unanimité et c'est normal, mais qu'est-ce que j'avais adoré le personnage d'Ophélie qui est tellement une nana lambda en soi. J'avais beaucoup aimé le personnage de Thorne qui a des côtés voilà, détestables, mais qui a ses raisons et qui n'est pas si mauvais et qui en fait a juste des défauts aussi, même si effectivement la relation est un petit peu particulière par moment. Qu'est-ce que j'avais adoré l'univers, notamment dans le 1 et le 2 particulièrement. C'était tellement incroyable. J'ai adoré en fait ce côté à la fois thématique, réfléchi, parfois un peu dur, mais avec un univers tellement enveloppant, tellement doudou, tellement... Enfin, vraiment, qu'est-ce que j'ai adoré cette lecture. Donc pour celles et ceux qui ne connaîtraient pas, ça arrive. Dans Les fiancés de l'hiver, on suit le personnage d'Ophélie qui a un pouvoir très particulier puisqu'avec ses mains, elle peut entendre l'histoire et voir l'histoire des objets. Et elle a un pouvoir secret que personne ne connaît qui est d'être passe-miroir, c'est-à-dire qu'elle peut passer d'un endroit à un autre à travers les miroirs. Ça, c'est quelque chose qu'elle garde pour elle, que je crois personne ne sait de mémoire. Et ce qui se passe très rapidement dans ce tome, c'est que sa famille, en tout cas sa mère, veut la marier parce qu'ils ne savent pas trop quoi faire d'elle, parce qu'elle est très solitaire, très particulière. Elle n'est pas comme les autres enfants, pas comme une de ses sœurs notamment, qui a fait tout comme il fallait. Elle est un petit peu différente. On l'invite à se marier avec Qu'est-ce qu'il est déjà d'une autre arche assez éloignée de chez Ophélie, et on se dit que c'est un mariage diplomatique hyper intéressant, et donc on va la marier un petit peu de force avec cet homme, et elle va devoir bien partir sur cette arche lointaine, qui est un petit peu un univers scandinave, si vous voulez une idée. C'était trop cool, c'était trop bien, j'ai adoré. Il y a tout, évidemment, il y a une grande quête à tout ça, pour de celui que l'on appelle Dieu. Il y a des histoires un peu internes à chaque tome, et une grande histoire sur la quadrilogie, et les petites histoires amènent à la finalité de la grande histoire. J'ai trouvé que c'était tellement intelligent, tellement intéressant, tellement bien fait. Enfin, moi je suis hyper admirative en fait de la capacité de créer ce genre d'ouvrage, de penser à ça, de l'écrire, enfin de mener au bout ce projet, et pas juste de penser à l'idée, ce qui déjà en soi est une grande chose, mais d'aller au bout du projet. Je trouve ça incroyable. Bref, j'avais adoré, j'ai très envie de le relire. De mémoire, quand j'avais acheté le tome 4, je m'étais enchaîné les 3 premiers dans la semaine sans souci. Donc voilà, j'aimerais bien les relire les 4 du coup, pas que celui-là, mais je vous présente que celui-là. La dernière relecture que je vais vous montrer, c'est aussi une relecture de relecture, puisque je pense avoir relu la saga, enfin avoir lu une première fois la saga entière, peut-être pas les derniers, et relu une deuxième fois, pareil, peu de temps avant de déménager. C'est la saga de l'Épouvanteur de Joseph Delaunay, ce qui est un roman jeunesse horrifique horreur, que moi je trouve bien mené en termes d'horrifique horreur, hein. Bon, alors je suis assez sensible à ce genre de truc, mais moi ça m'a fait flipper, alors que c'est de la jeunesse, hein, ça doit être à partir de 12 ans, quelque chose comme ça. Vous voyez, c'est marqué derrière, cet ouvrage comporte des scènes susceptibles de perturber les jeunes lecteurs. Tu m'étonnes. Je crois que très sincèrement, il faut que je vérifie qu'il me manque les 2 derniers. Je sais pas pourquoi et comment c'est possible. Peut-être que ça a été publié après, enfin je sais pas. Bon bref, peu importe. Dans tous les cas, j'ai très envie de relire L'Épouvanteur, où on suit le personnage de Thomas, si je dis pas de bêtises, qui est un jeune garçon qui est amené à devenir l'apprenti de l'Épouvanteur, l'Épouvanteur étant un homme qui combat les créatures maléfiques, donc les sorcières, en tout cas les méchantes sorcières, les gnomes et autres créatures plus ou moins flippantes. Et comme Thomas est le 13e fils d'un 13e fils, il a le critère de base de départ pour être apprenti épouvanteur. Il part donc en apprentissage avec l'épouvanteur et il va rencontrer sur son chemin une jeune sorcière qui est un petit peu entre on va dire à la croisée des chemins entre devenir une mauvaise sorcière ou devenir une bonne sorcière, et il va se lier avec elle et ils vont vivre un tas d'aventures plus ou moins flippantes, très sincèrement, mais que j'avais adoré. Et j'ai lu et relu cette saga intégralement. Bon, alors du coup il me manque potentiellement les 2 derniers. J'ai très envie de les relire parce que pareil, ça se lit tout seul, ça se lit très vite, c'est du doudou, c'est du confortable pour moi, c'est du j'y suis bien et ça me fait du bien, et bon bref, voilà. J'ai adoré l'épouvanteur, je trouve que c'est assez génial, j'ai adoré tous les personnages, j'adore le gnome dans la maison de l'épouvanteur qui est un de mes personnages préférés, j'ai tout aimé je pense, même si à un moment ça part un peu en cacahuète, ça va très très loin, mais j'ai préféré quand même les premiers tomes, mais je pense que c'est le côté où on pose l'ambiance que j'ai adoré en fait, et c'est quelque chose que j'adore de manière générale, pareil dans la passe miroir, ce moment où tu poses l'ambiance et où c'est
voilà, ça crée quelque chose en toi, quoi. Donc j'ai très envie de relire L'Épouvanteur, j'ai très envie de tous les relire et d'acheter éventuellement les derniers qu'il me manquent, puisque je crois qu'il y a 14 tomes et moi je dois en avoir 12 ou 13, je ne suis plus sûre, à vérifier. Donc pareil, on en reparlera quand ce sera fait. Voilà, je vous ai présenté 10 livres que j'aimerais relire cette année. C'est faisable si je me décide à cesser d'emprunter en médiathèque, plus que de raisons, hein, concrètement, parce que là, je me laisse dépasser et du coup, je ne lis pas mes livres. Alors relire des livres, c'est même pas envisageable. Donc il faut vraiment que j'arrête d'emprunter, que je fasse une petite pause d'une semaine ou deux où où j'avance ma palle à moi et où j'avance mes relectures éventuellement. Bref, je vais essayer de programmer ça en mai, dans la palle de mai, je caserai au moins une relecture et j'essaierai vraiment de le faire. N'hésitez pas à me dire si vous avez lu un ou plusieurs de ces livres, ce que vous en avez pensé. Je pense notamment à L'Épouvanteur, dont j'entends pas tant que ça parler. Je pense aussi à Eragon, qui pour moi est vraiment une excellente lecture que j'ai adorée. Et à Jaworski aussi, dont j'entends assez peu parler de manière générale, c'est un petit peu dommage. N'hésitez pas à me dire tout ça, n'hésitez pas à me dire si vous souhaiteriez une vidéo relecture numéro 2. Ça serait peut-être bien que je la fasse éventuellement quand j'aurai déjà relu cela, je sais pas. Mais soit, n'hésitez pas à me dire si vous avez des idées de vidéos qui vous intéressent aussi, parce que ça peut aussi me donner des idées qui me viennent pas spontanément. Je vais maintenant vous laisser, je vous souhaite une bonne journée, je vous souhaite plein de bonnes lectures, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!